Je m'appelle Isabelle Fontaine-Moreau. J'ai 46 ans et je veux vous parler des 22 minutes que j'ai passées assise dans un parking souterrain, une clé dans la main, incapable de me lever pour faire les 6 mètres qui me séparaient de la porte. C'était un mardi matin de mars. Il faisait assez froid pour que mon souffle embue le pare-brise, même avec le moteur éteint. J'avais une petite clé en laiton dans la poche de ma veste, tête ronde, étiquette en papier attachée avec un fil, mon prénom écrit dessus, dans une écriture que je connaissais depuis 16 ans. Pas mon nom complet, pas Isabelle Lecomte, qui avait été mon nom légal pendant 11 ans. Juste Isabelle. Comme s'il n'y avait qu'une seule personne à qui cette clé pouvait avoir été destinée. Mon mari était mort depuis 17 mois. Et pendant ces 17 mois, j'avais regardé un testament que je n'avais jamais vu transférer tout, notre maison, les comptes, l'assurance vie, à une femme prénommée Sandra Tellier, décrite dans les actes juridiques comme sa compagne. J'avais contesté. J'avais perdu. Et ce qu'il me restait, légalement et officiellement, c'était cette clé et une lettre notariée qui m'indiquait où l'utiliser. Sous la signature d'Édouard, il y avait une phrase supplémentaire. Tu as toujours su trouver ce qui méritait d'être trouvé. J'avais relu cette phrase probablement 200 fois. Je ne savais toujours pas si c'était un cadeau, ou des excuses, ou autre chose entièrement. J'étais assise dans ce parking à essayer de décider si ça changeait quelque chose, si l'intention derrière une chose modifie ce qu'est la chose. Et je n'arrivais pas à répondre à ça, alors j'ai appelé Margot. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Je suis en bas », j'ai dit. « Je sais », elle a dit. « Je suis déjà dans le hall. Il y a un monsieur qui lit son magazine à l'envers là-dedans, ce qui est forcément un signe. Viens, Isabelle. » Alors, je suis entrée. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait dans ce coffre, et je vais tout vous dire, j'ai besoin de vous ramener au début. Parce que cette histoire ne parle pas vraiment d'un coffre de location. Elle parle de ce qui se passe quand vous réalisez que la vie que vous viviez était construite sur une version d'une personne qui n'existait pas complètement. Et ce que vous en faites, quand vous êtes debout dans les décombres de cette vie-là, c'est toute l'histoire. Avant d'aller plus loin, si vous êtes déjà là, déjà avec moi, allez mettre un j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que je crois que plus de gens que vous ne le pensez se sont déjà retrouvés assis dans un parking avec quelque chose qu'ils avaient peur d'ouvrir. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est là où vous êtes. Je veux vraiment le savoir. Bon, laissez-moi vous emmener au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, dans un quartier que personne n'écrit dans les guides. Le genre de quartier où le père de tout le monde travaille dans quelque chose de bruyant et rentre fatigué, et où la mère de tout le monde a un système pour faire durer une semaine de course 10 jours sans que personne ne le sente. Mon père, Bernard, était contremaître dans une conserverie de foie gras. Travail saisonnier, salaire correct mais jamais confortable. Ma mère, Micheline, faisait des ménages chez des familles plus aisées de l'autre côté de la ville. Et elle n'a jamais appelé ça autrement que son travail. L'accent était le sien, elle le pensait. Il y avait 2 frères cadets, Sébastien, technicien de surface à Bordeaux avec qui je parle toutes les 2 semaines, et Théo, dont je me suis éloignée il y a 4 ans pour un différend sur la succession de notre père, dont je n'ai pas l'énergie de parler aujourd'hui. La maison était chaleureuse, mais silencieuse d'une façon particulière. L'amour dans notre famille s'exprimait par les actes, pas par les mots. Mon père ne disait pas « je t'aime » facilement, mais il refaisait un circuit électrique à 22 heures parce que vous aviez mentionné que la lumière vacillait. Ma mère ne disait pas « je suis fière de toi », mais elle repassait la chemise que vous alliez mettre pour votre entretien si bien qu'elle avait l'air neuve. On apprenait à lire les gestes plutôt qu'à attendre les mots. Ce que j'ai aussi appris, sans que personne l'enseigne vraiment, c'est que la précarité financière était quelque chose qu'on portait à l'intérieur. On ne le montrait pas. On le gérait discrètement et avec dignité, et on ne laissait pas les gens autour de soi voir qu'on calculait.
J'ai absorbé ça si complètement que je le fais encore aujourd'hui. Je reste encore seule avec les choses difficiles avant de laisser quiconque voir que je les porte. J'avais 9 ans quand la conserverie où travaillait mon père a annoncé une fermeture de ligne. Il est rentré un mercredi matin, un jour de semaine, en plein milieu de matinée, ce qui n'était jamais arrivé, et il s'est assis à la table de la cuisine sans enlever son manteau. Il a regardé ses mains pendant 40 minutes sans dire un mot. J'étais assise en face de lui. Je n'ai rien dit non plus. Je ne savais pas quoi dire, et je crois que je comprenais aussi, à 9 ans, que certaines choses ont besoin d'être témoignées sans commentaire. Je l'ai regardé revenir à lui, lentement. Son dos s'est redressé. Il s'est levé. Il a mis de l'eau à bouillir pour du café. Cet après-midi-là, j'ai décidé quelque chose que je n'ai jamais réussi à formuler clairement jusqu'à récemment. J'ai décidé que la chose la plus importante qu'une personne pouvait avoir, ce n'était pas l'argent, ni la sécurité, ni même l'amour. C'était la capacité à se reconstituer après le désastre, à rester assis avec tout le poids d'une chose terrible, et ensuite se lever et faire du café. Je m'entraîne à ça depuis. J'ai fait mes études à l'université Bordeaux-Montaigne avec une bourse partielle et 16 heures de travail par semaine aux archives municipales de Bordeaux. J'ai étudié les sciences de l'information avec une spécialisation en archivistique. Ma mère appelait ça suffisamment sérieux. Mon père appelait ça un vrai métier, ce qui, venant de lui, était un grand éloge. J'ai eu mon master en 5 ans, sans dette. Je considère ça comme l'un des 2 accomplissements dont je suis la plus fière. Je vous dirai le deuxième plus tard. J'ai commencé aux archives départementales de la Dordogne à 24 ans, comme assistante. J'étais archiviste en chef à 37. Je dirige une équipe de 5 personnes maintenant. Je supervise un fonds de plus de 200 000 documents physiques et numérisés. Je suis, par toute mesure professionnelle, très bonne pour trouver les choses qui ont été cachées. C'est mon vrai métier. Je veux que vous gardiez ça en tête. Ça compte plus que je ne le savais à l'époque. J'ai rencontré Édouard Lecomte à 29 ans, lors d'un colloque régional sur la gestion des archives à Bordeaux. Il était charmant, curieux, et il me posait des questions sur mon travail comme si les réponses l'intéressaient vraiment. Pour quelqu'un dans mon domaine, ce n'est pas une petite chose. Le regard de la plupart des gens se voile en 45 secondes quand ils apprennent ce que je fais. Celui d'Édouard ne vacillait pas. Nous avons parlé 3 heures. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard. Nous vivions dans une maison de Périgueux, une ancienne bâtisse en pierre dorée rue du Plantier, avec un jardin à l'arrière où il y avait un vieux châtaignier qui devenait cuivré chaque octobre. Je croyais vraiment le connaître. Pas parfaitement, pas sans angle mort, mais de la façon fondamentale qui compte. Je pensais savoir qui il était. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que je sais que certains d'entre vous ont vécu une version de cet endroit. Pas forcément cette situation exacte, mais cette désorientation particulière, ce moment où vous réalisez que quelque chose sur lequel vous avez construit tout votre sens de la stabilité reposait sur un sol moins solide que vous ne le pensiez. Ça n'a pas besoin d'être un mariage. Ça peut être un travail, une amitié, un parent, une version de vous-même que vous étiez sûr de comprendre. Si vous avez déjà ressenti ça, ce vertige particulier de réaliser que la carte que vous utilisiez ne correspond pas au territoire, je crois que vous comprendrez absolument tout ce qui vient ensuite. Mettez un j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et partagez avec quelqu'un qui comprendrait, parce que je crois que la bonne personne a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous parler du message. Édouard est mort d'un infarctus à 53 ans, dans sa voiture, sur le parking du Sofitel Lyon-Bellecour, à 40 minutes d'un appartement du 6e arrondissement de Lyon où, comme je l'ai appris 3 jours après sa mort grâce à son téléphone personnel, une femme prénommée Sandra Tellier vivait depuis les 4 dernières années de leur relation de 6 ans. Je ne l'ai pas appris par un avocat. Je ne l'ai pas appris par une confrontation, un email découvert
ou un reçu d'hôtel trouvé dans la poche d'un manteau. Je l'ai appris par un message qu'elle lui a envoyé à 23h47, le soir de sa mort. Je venais de rentrer d'identifier son corps. J'étais debout dans ma cuisine, en robe de chambre. Le message disait « Le dîner est dans le four. Tu es où ?» Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai fini mon verre d'eau. Et je suis allée m'asseoir sur les marches du jardin jusqu'au lever du soleil. Je n'ai pas pleuré avant le mercredi suivant. Seule, dans ma voiture, sur le parking des archives, après que tout le monde était parti. 4 heures. Puis je suis rentrée, j'ai fait des pâtes, et j'ai commencé à lire le code civil sur les successions. C'est qui je suis. Le testament a été lu 6 semaines après la mort d'Édouard, dans les bureaux d'un cabinet lyonnais que je ne connaissais pas, un jeudi après-midi de novembre, où la lumière entrait par les fenêtres à cet angle bas et plat qui rend tout légèrement irréel. J'avais contacté maître Hervé Lacombe entre-temps. Il est avocat spécialisé en droit successoral, cabinet en nom propre dans un hôtel particulier de la rue Limojane à Périgueux. Pratique solo, lunettes à monture fine, qu'il porte sur une chaîne en argent autour du cou, écrit tout à la main sur un bloc jaune. Un collègue me l'avait recommandé en disant que c'est quelqu'un qui lit les documents comme d'autres lisent les visages. C'était suffisant pour moi. Nous nous sommes assis en face des avocats de Sandra, un cabinet lyonnais, 2 associés, des costumes qui communiquaient exactement ce qu'ils étaient censés communiquer. Et le testament a été lu dans son intégralité. Il avait été rédigé 16 mois avant la mort d'Édouard, devant un notaire que je ne connaissais pas, en présence de 2 témoins que je n'avais jamais rencontrés. La signature était la sienne. Je l'ai reconnue immédiatement. Le léger penchement vers la gauche du grand « et », la façon dont il ne fermait jamais complètement la boucle du « d » dans « Édouard ». C'était réel. Je savais que c'était réel avant que quiconque le confirme. La maison, les comptes, une assurance vie qui avait été discrètement modifiée 19 mois avant sa mort. Les biens personnels. Tout, dans son intégralité, à Sandra Marie Tellier, décrite comme sa compagne. Pour moi, une lettre notariée et une clé de coffre de location à la Caisse d'épargne Périgord, agence du centre-ville de Périgueux. Je me souviens de la qualité exacte du silence dans cette salle après la lecture du dernier paragraphe. Pas un silence de stupéfaction. L'autre camp savait ce qui allait être dit. Le silence était le mien. Maître Lacombe a posé sa main à plat sur son bloc jaune, un geste contenu et précis, sans me regarder, ce qui était exactement la bonne chose à faire. Je lui en ai été reconnaissante. Sur la route du retour vers Périgueux ce soir-là, je lui ai posé la question directement. Le mariage me donne-t-il des bases pour contester ? Il a été silencieux un instant, de la façon précise dont il est silencieux quand il est en train d'être prudent. Il vous donne des arguments, il a dit. Il ne vous donne pas la certitude du résultat. Il a marqué une pause. Il y a quelque chose dans la structure des actifs de ce testament que j'essaie de formuler. Une façon particulière dont les premiers biens sont décrits. Ce n'est pas faux exactement. C'est juste arrangé d'une façon que j'ai déjà vue. Je ne peux pas vous en dire plus avant de mieux comprendre. J'ai déposé la contestation. 17 mois de procédure, d'audience, de dépôt de mémoire. Maître Lacombe méthodique et rigoureux, les avocats de Sandra agressivement compétents, l'ensemble avançant avec l'indifférence spécifique d'une procédure judiciaire qui ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes épuisé. J'ai assisté à cette dernière audience en février, j'ai écouté le tribunal confirmer la validité du testament et j'ai regardé ça devenir officiel, documenté, définitif. Je suis rentrée chez moi. J'ai réorganisé tous mes dossiers dans un nouveau système de classement. Je n'ai pas dormi avant 4 heures du matin. Voici ce que je veux que vous compreniez sur cette période. Ces 17 mois entre la mort d'Édouard et ce mardi matin dans le parking souterrain. Les gens ne cessaient de me demander comment je tenais le coup. Des collègues, des voisins, Sébastien qui appelait toutes les 2 semaines. Et je continuais à dire une version de
Ça va, je gère. Ce qui était vrai de la façon dont un barrage gère. La pression était là. Elle était juste contenue. Ce que personne ne voyait, ce que je m'autorisais à peine à voir moi-même, c'était la honte particulière de tout ça. Pas la trahison exactement, pas même le deuil. La honte d'avoir été la personne dans la maison qui ne savait pas. D'avoir construit 11 ans de vie quotidienne à l'intérieur du secret de quelqu'un d'autre. Je suis une femme dont le métier est de trouver les choses. Je suis une femme qui peut localiser un acte mal classé de 1987 en 40 minutes. Et j'avais vécu aux côtés d'une vie parallèle pendant plus d'une décennie sans la trouver. Je veux vous poser une question, et je la pose sincèrement. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience de découvrir que quelqu'un, en qui vous aviez une confiance totale, avait construit quelque chose à côté de votre vie sans que vous le sachiez? Pas même une trahison que vous auriez pu voir venir, juste une architecture entière, construite silencieusement, pendant que vous étiez là, juste à côté. Laissez ça dans les commentaires. Parce que je pense à ce que ça fait à la perception qu'on a de soi-même, et je crois que plus de gens comprennent ça qu'ils ne l'admettent. Je lis chaque commentaire, et je veux vous entendre. Cette honte était la chose la plus lourde que je portais, plus lourde que le deuil, plus lourde que l'incertitude financière de me retrouver seule à louer un appartement sur un seul salaire à 45 ans. Parce que le deuil avait une forme que je reconnaissais. Mon père assis à la table de cuisine, les mains devant lui. Je savais quoi faire avec ça. La honte, elle, était sans forme. Margot était la personne qui m'empêchait d'en être submergée. Elle était arrivée aux archives 7 ans plus tôt comme archiviste adjointe. Elle avait 37 ans, mariée à Nicolas, instituteur, une fille de 8 ans, Léna, qui m'avait un jour expliqué très sérieusement l'histoire politique complète d'un royaume de dessins animés en exactement 9 minutes. Margot avait grandi à Nantes dans une famille franco-sénégalaise. Son père ingénieur en génie civil, sa mère bibliothécaire universitaire. Et elle avait une qualité que j'avais reconnue immédiatement quand nous nous étions rencontrés et sur laquelle je m'appuie chaque jour depuis. Elle disait ce qu'elle pensait. Pas durement, précisément. La semaine après la dernière audience, Margot est venue chez moi un jeudi soir avec une barquette de riz jollof et une bouteille de vin, et elle s'est assise à ma table de cuisine et elle a dit, sans préambule, « J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu ressens vraiment, pas la version que tu as répétée. » Je l'ai regardée un moment. Puis je lui ai tout dit. Ça a duré à peu près 1 heure. Une partie de ce que j'ai dit, je ne l'avais jamais dit à voix haute. La partie sur la honte. La partie sur la façon dont je me surprenais à faire de l'archéologie mentale en permanence, à repasser des conversations précises, des week-ends précis, à chercher les moments où j'aurais dû voir. La partie sur le fait que je n'arrivais pas à cesser de penser que Sandra avait envoyé ce message à 23h47 et qu'Édouard n'était pas là pour le recevoir, et que quelque part à Lyon, il y avait un dîner dans un four qui refroidissait. Quand j'ai eu fini, Margot a rempli les verres et a été silencieuse un moment à sa façon particulière. Pas en cherchant ses mots, mais en s'assurant que ceux qu'elle avait étaient les bons. Tu fais le truc, elle a dit, où tu traites ta propre perception comme si elle était en procès. Comme si la question était de savoir si tu avais été assez attentive. Mais Isabelle, il était une personne qui a fait le choix délibéré de te cacher quelque chose, chaque jour. Ce n'est pas un manque dans ta perception, c'est quelqu'un qui travaillait activement contre elle. J'avais entendu des versions de cette logique avant, je me l'étais même dite à moi-même. Mais quelque chose dans le fait d'entendre Margot le dire à ma table de cuisine, plat et certain, l'a fait atterrir différemment. Il m'a laissé cette clé, j'ai dit, sur tout le reste, juste moi. Je sais, elle a dit, je ne sais pas si ça rend les choses meilleures ou pires. Elle n'a pas répondu à ça. Elle n'a pas fait semblant d'avoir la réponse. Elle est restée là, et je lui en ai été reconnaissante de la façon précise dont on est reconnaissant à quelqu'un qui n'essaie pas de réparer ce qui ne peut pas être réparé. La lettre de la banque était arrivée 3 semaines avant ce mardi de mars.
Pas une notification légale formelle. Une lettre sobre, standard, du directeur d'agence de la Caisse d'épargne Périgord, m'informant que j'étais la titulaire désignée du coffre numéro 1147 et que l'accès pouvait être organisé à ma convenance. Je l'avais posé sur le plan de travail de ma cuisine, et j'avais passé 6 jours à passer devant sans la toucher. Puis, je l'avais rangée dans mon classeur, dans une chemise que j'avais étiquetée simplement avec le numéro du coffre. J'avais encore attendu 2 semaines avant d'appeler maître Lacombe. « Ouvrez-le », il a dit, sans hésiter, quand je lui ai expliqué ce que j'avais reçu. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, j'ai besoin de savoir avec quoi nous travaillons. Et Isabelle, quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement après. Ne laissez pas ça reposer. J'avais pris rendez-vous pour ce mardi. J'avais mis mon réveil à 7 heures. J'avais repassé ma veste la veille au soir, la gris ardoise, que je mets quand j'ai besoin de me sentir en possession de moi-même. J'avais mis la montre de ma mère. J'avais conduit jusqu'au centre-ville dans le froid fin du matin et je m'étais garée dans le parking souterrain et j'avais coupé le moteur et j'étais restée là 22 minutes avec mon souffle qui embuait le pare-brise. Et puis Margot m'avait dit qu'il y avait un monsieur qui lisait son magazine à l'envers dans le hall et j'étais sortie de la voiture. La conseillère de la banque nous a conduites dans une salle de consultation privée, petite, propre, une table, 2 chaises, un panneau coulissant pour l'intimité. Elle a posé le coffre sur la table et nous a laissés. C'était un rectangle métallique gris standard, 30 cm de long. Il avait l'air parfaitement ordinaire, ce qui, d'une façon inexplicable, rendait les choses pires. Margot s'est assise en face de moi. Elle n'a rien dit. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table, de part et d'autre du coffre. J'ai pensé à mon père qui redressait le dos, qui se levait, qui mettait de l'eau à bouillir. J'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une enveloppe Kraft, cachetée à la cire, rouge sombre, marquée d'une empreinte qui ressemblait à un pouce plutôt qu'à un cachet, ce que j'ai remarqué immédiatement comme quelque chose de délibéré. Un choix, pas une commodité. En dessous, 2 documents dans une pochette plastique transparente. Et en dessous encore, une petite photographie, face contre le fond du coffre. J'ai ouvert l'enveloppe en premier. 9 pages, manuscrites, de la main d'Édouard. Le léger penchement vers la gauche, le dé jamais complètement fermé. Je l'ai reconnu comme on reconnaît une voix au téléphone avant que la personne se soit présentée. Immédiatement, dans le corps, avant que l'esprit ne rattrape. Je ne l'ai pas lu à voix haute. Je l'ai lu comme je lis tout ce qui est important, en entier, sans m'arrêter, sans me laisser réagir avant d'avoir le tableau complet. Margot était assise en face de moi et regardait mon visage faire des choses que je ne contrôlais pas, et elle ne disait pas un mot, ce qui était exactement juste, parce que mon visage faisait des choses que je ne pouvais pas contrôler, et j'avais besoin que quelqu'un en soit témoin, sans les commenter. Il m'a fallu 11 minutes pour lire 9 pages manuscrites. Je le sais parce que je regardais l'horloge sur le mur au-dessus de la tête de Margot sans le vouloir, comme j'avais regardé l'horloge du tableau de bord dans le parking. À mesurer la durée des choses. À essayer de me situer dans le temps quand tout le reste semblait sans encre. Voici ce que disait la lettre. Édouard Lecomte n'était pas son nom légal d'origine. Il était né Daniel Roy Tréchet à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, en 1970. Deuxième fils d'un homme prénommé Gérard Tréchet, qui en 1993, quand Daniel avait 23 ans, avait été mis en examen pour escroquerie aggravée et abus de confiance. Gérard Tréchet avait géré pendant 7 ans une série de placements frauduleux qui avaient dépouillé 43 personnes de leurs économies de retraite. Certaines de ces personnes avaient tout perdu. L'affaire avait été documentée, poursuivie et conclue par une peine de 9 ans d'emprisonnement. Daniel n'avait pas été mis en cause. La lettre était très claire là-dessus, et je le croyais, non pas parce que je le voulais, mais parce que ça avait la texture spécifique d'une chose vraie, la façon dont une chose vraie inclut ses propres complications plutôt que de les effacer. Il savait, de façon générale, que les affaires de son père n'étaient pas propres.
Il ne connaissait pas l'ampleur. Il ne savait rien des 43 personnes. Quand la mise en examen était tombée, il l'avait apprise dans un journal, pas par son père. Ce qui avait suivi, c'était 18 mois à regarder tout ce à quoi son nom était attaché devenir contaminé. Pas légalement, professionnellement, socialement, de la façon particulière dont un patronyme peut devenir un verdict quand la communauté est assez petite et l'actualité assez proche. Il avait postulé à des postes pour lesquels il était qualifié et n'avait pas reçu de retour. Il avait compris le calcul. En 1995, il avait déposé une demande de changement de nom auprès du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, publiée au Journal officiel en janvier 1996. Daniel Roy-Tréchet était devenu Édouard Lecomte. Il avait déménagé à Périgueux. Il avait recommencé. Il m'avait rencontré en tant qu'Édouard Lecomte. Il m'avait épousé en tant qu'Édouard Lecomte. Il avait eu l'intention, la lettre le disait plusieurs fois, de plusieurs façons, avec une précision qui me disait qu'il avait écrit et réécrit cette section en particulier, de me dire la vérité. Tôt, avant que ce soit sérieux. Puis après que c'était devenu sérieux, avant le mariage. Puis après le mariage, quand les choses se seraient tassées. Puis après la première année, quand le bon moment semblait être passé et que le soulever maintenant aurait nécessité d'expliquer pourquoi il avait attendu, ce qui nécessitait d'expliquer tout le reste. La fenêtre ne cessait de se refermer. Il continuait à se dire que le nom était une formalité administrative et que la personne était la même personne et que le mariage était réel. Il n'avait pas tort sur le dernier point. Il n'avait pas assez raison sur les autres. Il le savait. La lettre le savait. C'était la chose la plus douloureuse dans cette lecture. Il n'y avait aucune auto-illusion dedans. Il comprenait exactement ce qu'il avait fait, et l'avait fait quand même, de façon répétée, pendant 11 ans, et il avait vécu avec cette connaissance dans la même maison où je vivais avec ma complète ignorance de tout cela. Et puis, à la 7e page, la phrase qui a tout changé. Le premier acte de propriété de la maison, celle de Périgueux, a été déposé sous mon nom d'origine, Daniel Roy-Tréchet, en 2003, 2 ans avant notre rencontre. Les notaires que j'ai utilisés à Lyon pour rédiger mon testament ne le savaient pas. Sandra ne le sait pas. Un acte de propriété, déposé sous un nom auquel le décret de changement de nom n'a pas été formellement rattaché dans le registre foncier, crée une anomalie dans la chaîne des titres qui n'a jamais été révélée dans la procédure successorale. Maître Lacombe saura exactement ce que ça signifie. Je suis désolée de t'avoir obligé à la prendre de cette façon. J'ai posé la lettre. La salle était très silencieuse. L'horloge au mur indiquait que 11 minutes s'étaient écoulées. Margot a dit « Isabelle. » « Je sais, » j'ai dit. « Qu'est-ce que ça… » « Sors les documents de la pochette. » Elle a tendu le bras et pris la pochette plastique et en a sorti les 2 documents sur la table. Une copie certifiée conforme de l'acte de propriété original de 2003, déposé sous le nom Daniel Roy-Tréchet, et une copie certifiée conforme du décret de changement de nom de janvier 1996, publié au Journal officiel, tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, puis de Dôme. Margot a pris l'acte. Elle l'a lu comme elle lit tout, efficacement, sans mise en scène. J'ai regardé ses yeux descendre sur la page. Je l'ai regardé arriver au nom. Je l'ai regardé s'immobiliser. C'est le moment. Celui-là précisément. C'est le moment dans lequel je veux que vous restiez une seconde, parce que j'y pense constamment. Ce battement particulier où tout ce qui m'avait été pris était encore parti, où rien n'avait été légalement rétabli, où j'étais encore une veuve assise dans une salle de consultation bancaire, avec une boîte pleine de secrets laissés par un homme qui n'avait pas été entièrement qui je pensais qu'il était. Et ce qui était en train de changer, ce n'était pas ma situation, c'était ma compréhension. Le sol se déplaçait sous la perte, et je ne savais pas encore si ça rendait la perte plus grande ou plus petite. Si ce genre de moment, où l'histoire dans laquelle vous viviez se révèle avoir une architecture différente de celle que vous connaissiez, vous a déjà touché quelque part de réel, mettez un j'aime.
Abonnez-vous, parce que la suite est tout. Je continue. Margot a posé l'acte à plat sur la table et m'a regardé. Le titre de propriété est vicié, elle a dit. Pas fort, pas avec emphase, de la façon dont elle dit les choses qui sont simplement vraies. La chaîne des titres a une rupture. Un acte déposé sous un nom auquel le décret de changement de nom n'a pas été formellement rattaché dans le registre foncier, c'est une anomalie qui aurait dû être révélée dans la procédure successorale. Elle ne l'a pas été. Elle a marqué une pause. Isabelle, le jugement successoral est peut-être susceptible d'annulation. J'ai pris la photographie. Je l'ai retournée. C'était nous deux, Édouard et moi, au début de notre relation. Les gorges de la Vézère, fin octobre, le genre d'après-midi où toute la vallée se teinte d'ambre et de cuivre, et où vous avez l'impression, debout dedans, d'être entré par accident dans un tableau. Je ris de quelque chose hors champ. Ma tête est légèrement renversée en arrière. Édouard me regarde. Pas l'objectif. Moi. Avec l'expression de quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il veut mémoriser. J'ai regardé cette photographie longtemps, puis je l'ai remise avec soin dans le coffre. Appelle Maître Lacombe, j'ai dit. Maître Lacombe a décroché à la deuxième sonnerie, et je lui ai dit, brièvement et précisément, ce qu'il y avait dans le coffre. Il y a eu un silence de son côté qui a duré assez longtemps pour que je comprenne que ce n'était pas une surprise. Pas entièrement. Que c'était la chose qu'il n'avait pas réussi à formuler sur la structure des actifs. La chose arrangée d'une façon qu'il avait déjà vue. Venez au cabinet demain matin, il a dit. Apportez tout, absolument tout. Le lendemain matin, j'étais assise en face de Maître Lacombe, dans son cabinet de la rue Limojane. Des bibliothèques du sol au plafond, une seule fenêtre qui donnait sur un vieux chêne qui commençait tout juste à bourgeonner, et je posais les documents sur son bureau, l'un après l'autre. Il les a lus dans l'ordre que je lui donnais. Il a écrit sur son bloc jaune. Il n'a pas parlé avant de tout avoir lu 2 fois, puis il a enlevé ses lunettes, les a posées sur la chaîne, et m'a regardé. Le vice du titre est réel, il a dit. Le défaut de révélation dans la procédure successorale est significatif. Les bases pour demander l'annulation du jugement et la réouverture de la succession, elles sont solides, Isabelle, vraiment solides. Il a marqué une pause. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que fera l'autre partie quand elle apprendra ce qui arrive. Les avocats de Sandra vont tenter de recadrer l'ensemble du patrimoine comme potentiellement entaché par une identité juridique non cohérente. Ils vont soutenir que les actifs détenus sous l'un ou l'autre nom, sans documentation formelle les reliant, sont juridiquement enchevêtrés. Ils vont tout bloquer dans un contentieux qui ne profite à personne. Dans le pire des cas, vous regardez 2 ans de procédure. Peut-être 18 mois si nous sommes efficaces. Il a posé son stylo. Et je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Si Sandra est mise devant le tableau complet avant que ses avocats construisent une stratégie défensive, elle sera peut-être prête à négocier. Elle ne sait pas pour l'acte. Elle ne sait peut-être même pas pour le changement de nom. Il m'a regardé posément. Et Isabelle? Il a marqué une pause, ce qui chez lui signifie que quelque chose arrive qu'il a pesé soigneusement. Sandra Tellier est peut-être autant victime de sa tromperie que vous l'êtes. Elle a construit sa vie sur le même sol falsifié. Quoi qu'elle ait fait, quels que soient ses choix, elle ne savait pas qui elle choisissait. Je suis rentrée chez moi. Je me suis assise à ma table de cuisine pendant 3 jours. J'ai réorganisé tout mon système de classement. Je n'ai pas très bien dormi. J'ai appelé Sébastien le dimanche et je lui ai dit l'essentiel. Pas tout, mais l'essentiel. Et il a dit « Fais ce que tu me dirais de faire ». J'ai apprécié ça et j'ai raccroché. Le 4e jour, j'ai pris mon téléphone. J'avais encore les contacts d'Édouard. Je ne les avais jamais supprimés, ce que j'ai compris être en soi une information sur moi. J'ai trouvé le numéro de Sandra, enregistré dans son téléphone simplement sous la lettre S. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la 3e sonnerie, prudente et maîtrisée, de la façon dont on répond à un numéro qu'on ne reconnaît pas, mais qu'on pense pouvoir avoir de l'importance. « C'est Isabelle Fontaine-Moreau », j'ai dit.
Je crois que nous devrions nous rencontrer. J'ai des documents qui nous concernent toutes les deux. Le silence qui a suivi a duré assez longtemps pour que j'entende sa respiration se réajuster. Puis elle a dit, d'une voix soigneusement assemblée et seulement légèrement apeurée. Où? Nous nous sommes retrouvés au hall de la Madeleine, territoire neutre. Elle est arrivée 5 minutes avant l'heure, ce qui m'a dit quelque chose. Elle portait une robe portefeuille noire, ajustée sous un manteau camel structuré, et à son poignet gauche, remonté à sa taille, on voyait l'ajustement du bracelet, elle portait la montre d'Édouard. Une Kelton à bracelet acier. Je l'ai remarqué immédiatement. Je n'ai rien dit. J'ai commandé un café noir. Elle n'a rien commandé. J'ai fait glisser la chemise à travers la table. Elle a lu pendant 11 minutes. J'ai bu mon café. J'ai observé son visage comme j'observe les documents depuis des années. Pas pour l'information évidente, mais pour ce qui est disposé autour, ce qui a été placé délibérément adjacent à autre chose. J'ai regardé le moment exact où elle a atteint le nom. Il y a eu un changement très petit, très précis dans sa respiration. Quand elle a levé les yeux, son expression n'était pas ce contre quoi je m'étais blindée. Ce n'était pas de la défiance, ce n'était pas de la colère. C'était l'expression de quelqu'un à qui on vient de remettre, sous forme documentée, un doute qu'elle portait sans pouvoir le nommer. Il n'était pas qui il disait être, elle a dit. C'était à peine une question. Non, j'ai dit, pour aucune de nous deux. Le silence entre nous n'était pas confortable. Il n'était pas hostile non plus. C'était le silence particulier de deux femmes trompées dans des directions différentes par la même personne, assises l'une en face de l'autre, sans l'architecture de la coupable et de la victime pour s'organiser. C'est le moment où je veux poser quelque chose doucement, parce que c'est le moment dans toute cette histoire où j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de mots propres. Pas du pardon, ce n'était pas ça. Pas de la sympathie exactement. Quelque chose qui ressemblait davantage à de la reconnaissance. Elle aussi l'avait aimé. Elle aussi avait construit quelque chose en quoi elle croyait. Et elle était assise en face de moi, en tenant la preuve que les fondations de ce quelque chose n'étaient pas ce qu'on lui avait dit. Si ça vous a touché quelque part, si vous avez déjà dû tenir la complexité d'une perte qui n'appartient pas proprement à une seule personne, mettez un j'aime. Abonnez-vous, parce que là où ça va maintenant est tout. Je continue. Je ne cherche pas à vous détruire, je lui ai dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est exact. J'ai posé mon café. La maison était le domicile conjugal. J'ai la position juridique la plus forte. Mais il y a des actifs liquides, des biens personnels, des choses que je ne veux pas et que vous voudrez peut-être. Maître Lacombe peut travailler directement avec vos avocats si vous êtes prête. Elle a baissé les yeux sur la montre. Elle l'a légèrement tournée sur son poignet. Et j'ai compris, à ce moment-là, pourquoi elle la portait. Pas comme un trophée, comme une preuve. La preuve que quelqu'un l'avait choisie. La preuve contre un doute qu'elle avait toujours porté et jamais tout à fait réduit au silence. Il ne m'a rien dit, elle a dit. Rien de tout ça. Je pensais le connaître mieux que... Elle s'est arrêtée. Je sais, j'ai dit. Je pensais la même chose. C'était le moment le plus honnête que l'une ou l'autre de nous avait eu depuis longtemps. La transaction a pris 4 mois. Maître Lacombe a négocié directement avec ses avocats, qui ont avancé avec une efficacité surprenante une fois que le vice du titre et l'exposition contentieuse ont été formellement présentés. La maison m'a été restituée en pleine propriété. Une partie des actifs liquides a été partagée de façon équitable. Sandra a conservé les biens personnels d'Édouard, son véhicule, le contenu de l'appartement lyonnais. Elle a gardé la montre. Je n'ai pas contesté. Le jour où j'ai récupéré les clés, mes clés, de ma maison, légalement et définitivement, je m'y suis rendue en voiture et je me suis garée dans l'allée. Je ne suis pas entrée immédiatement. Je suis restée assise, moteur coupé, à regarder le vieux châtaignier au fond du jardin, qui commençait tout juste à revenir après l'hiver, les premiers bourgeons pâles apparaissant aux extrémités des branches.
J'ai pensé à mon père à la table de cuisine. 40 minutes. Son dos qui se redressait. Le café. J'ai pensé, 40 minutes, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la reconnaissance honnête du poids d'une chose avant de la poser et de continuer. Je suis sortie de la voiture. La maison avait besoin de travaux. Une gouttière du côté est. Un joint de fenêtre dans la deuxième chambre. Le robinet de cuisine qui goûtait depuis 2 ans et que j'avais demandé à Édouard de réparer au moins 4 fois et qu'il n'avait jamais eu le temps de faire, pour quelle raison parmi tout ce qu'il portait d'autre. J'ai traversé chaque pièce avec les lumières allumées et j'ai fait une liste. Je suis bonne pour les listes. Je l'ai toujours été, comprendre ce qui a besoin d'attention et dans quel ordre. J'ai mis la clé en laiton dans le tiroir de la cuisine, où je range les choses dont je pourrais encore avoir besoin. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette maison. Si je vais rester, ou vendre, ou construire quelque chose de neuf à l'intérieur des mêmes murs. Je ne sais pas. Et pour la première fois depuis très longtemps, ne pas savoir ne ressemble pas à une perte. Ça ressemble à une question à laquelle je peux répondre en mon temps, en mon nom. Mais avant d'arriver là, avant ce jour dans l'allée avec les bourgeons du châtaignier, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. La chose que j'ai portée le plus longtemps et la plus seule. Pendant ces 17 mois de procédure, les gens me posaient la même question sous des formes différentes. Comment tu tiens? Tu vas bien? Sébastien, qui appelait toutes les 2 semaines avec sa façon particulière de poser la question sans vraiment la poser. Des collègues dans le couloir. La voisine du dessous, Madame Aubert, qui glissait parfois un mot quand on se croisait à la boîte aux lettres. Et je continuais à répondre une version de « ça va, je gère », ce qui était vrai de la même façon qu'un barrage gère. La pression était là, elle était contenue. Mais ce que personne ne voyait, ce que je m'autorisais à peine à voir moi-même, c'était que la honte que je portais n'avait pas la forme d'une chose qu'on peut traiter. Parce qu'il y a une différence entre une douleur qu'on peut nommer et une douleur sans nom. Le deuil, je savais comment le tenir. La trahison, je savais lui donner un contour. Mais la honte d'être la femme dont le métier est de trouver ce qui est caché, et qui a vécu 11 ans dans la même maison sans trouver ça, cette honte-là n'avait pas de forme. Elle était partout dans les angles de chaque journée. Ce que Margot m'avait dit ce soir-là à ma table, que ce n'était pas un manque de ma perception, mais quelqu'un qui travaillait activement contre elle, je l'avais entendu, je l'avais enregistré. Mais ce qui l'avait vraiment fait atterrir, ce n'était pas les mots. C'était la façon dont elle était restée assise après les avoir dits, sans attendre que je lui dise que ça allait, sans remplir le silence avec autre chose, simplement présente, dans la pièce, avec moi. C'est une chose rare, et je ne l'ai pas encore remerciée comme il le faudrait. Peut-être qu'on ne remercie jamais vraiment les gens de cette façon-là au moment où ça compte. On le fait après, quand on a la distance pour comprendre ce qu'ils ont fait. Il y a quelque chose d'autre que je veux vous dire, quelque chose que j'ai compris lentement, sur plusieurs mois, et que je n'aurais pas pu formuler le jour où j'étais assise dans ce parking souterrain avec ma clé en laiton. Édouard m'avait laissé cette clé, pas à Sandra, à moi, avec ma montre de ma mère au poignet, et mon vieux manteau que j'ai depuis 10 ans, et mon prénom écrit sur une étiquette en papier, dans une écriture que je connaissais. Et la phrase « Tu as toujours su trouver ce qui méritait d'être trouvé ». Pendant longtemps, j'ai pensé que cette phrase était soit un cadeau, soit des excuses, et que le sens dépendait de comment je choisissais de lire l'intention derrière. Mais je me suis rendu compte, le jour où je suis rentrée dans cette maison avec mes clés dans la main, que ce n'était ni l'un ni l'autre. Ou plutôt, que c'était les deux, et que ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était ce que j'en avais fait. Il m'avait donné les outils. Il avait placé au fond d'un coffre de location, dans une agence bancaire du centre-ville de Périgueux, tout ce dont j'avais besoin pour défaire ce qu'il avait construit. Pas par générosité pure, je ne suis pas naïve. Peut-être par culpabilité. Peut-être parce qu'il savait, mieux que quiconque, ce que je ferais avec une vérité documentée. Peut-être les deux.
Peut-être autre chose encore que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, parce qu'il n'est plus là pour répondre à la question. Ce que je sais, c'est ce que j'ai choisi d'en faire. J'aurais pu utiliser ces documents pour démolir. Pour aller jusqu'au bout de la procédure la plus agressive possible, traîner Sandra dans un contentieux de 2 ans, exposer publiquement chaque détail de ce que Gérard Tréchet avait fait 40 ans plus tôt, étaler tout ça dans des salles d'audience jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à contester. J'avais les bases juridiques, j'avais les documents, j'aurais peut-être obtenu davantage. Mais l'exactitude, ma valeur fondamentale, la ligne que je ne franchis pas, l'exactitude ne demandait pas la destruction. Elle demandait ce qui était juste, ce qui était précis. La maison était le domicile conjugal commun. Je m'y étais construite. J'y avais mes racines, mes arbres, ma liste de travaux à faire. La demander, c'était exact. Demander la totalité de ce qu'Édouard avait amassé au nom d'une autre vie, une vie que je n'avais pas connue et à laquelle je n'avais pas participé, ça, ce n'était plus de l'exactitude, c'était autre chose. Et je refuse de devenir cette autre chose. Sandra Tellier avait construit sa vie sur le même mensonge que moi. Elle avait choisi quelqu'un qui ne lui avait pas dit qui il était. Elle vivait maintenant dans un appartement lyonnais qui était, depuis la transaction, entièrement le sien, sans la contribution financière d'Édouard, ce qui voulait dire qu'elle allait devoir restructurer sa vie de fond en comble. Je ne lui souhaitais pas de mal. Je ne lui souhaitais pas particulièrement de bien non plus. Je lui souhaitais la même chose que je me souhaitais à moi-même. La clarté sur ce qui est réel, et le temps de décider quoi en faire. Elle a gardé la montre. Je ne l'ai pas contestée, et je ne le regrette pas. Cette montre lui disait quelque chose dont elle avait besoin. Je n'avais pas à décider si ce besoin était légitime. Ce que j'ai gardé, moi, c'est la photographie. Celle des gorges de la Vézère, fin octobre, moi qui ris de quelque chose hors champ, et lui qui me regarde. Je l'ai posée dans un tiroir, dans la 2e chambre, dans une enveloppe. Je ne la regarde pas régulièrement. Mais je ne l'ai pas jetée non plus, parce que ce moment-là était réel. Ce qu'on voit sur cette photo, la façon dont il me regardait, je crois que c'était réel aussi. Et la réalité de quelque chose ne disparaît pas parce que la personne qui la portait n'était pas entièrement qui elle disait être. C'est peut-être la chose la plus difficile à tenir ensemble. 2 vérités qui ne s'annulent pas l'une l'autre. Il m'a menti pendant 11 ans, et il m'aimait. Je ne sais pas comment ces 2 choses coexistent, mais elles coexistent, et j'ai arrêté d'essayer de choisir laquelle est la vraie. Je m'appelle Isabelle Fontaine-Moreau, j'ai 46 ans, et je comprends enfin quelque chose que mon père ne m'a jamais dit à voix haute, mais m'a montré chaque jour de sa vie active. Vous n'avez pas à ne pas être affecté par une chose difficile. Vous avez juste à être prête à vous relever après. 45 minutes assis à une table de cuisine, les mains devant soi. Et puis le dos qui se redresse. Et puis le café. J'ai trouvé ce qui méritait d'être trouvé. Je l'ai dit à voix haute. Et je suis sortie. Avant de vous laisser partir, je veux vous poser une question, et je la pose sincèrement. Est-ce que quelqu'un vous a jamais laissé quelque chose, une vérité, un document, une seule phrase, qui a complètement changé l'histoire que vous croyez vivre? Quelque chose qui est arrivé trop tard et aussi exactement au bon moment. Laissez-le dans les commentaires. Je lis chaque message et je crois que les réponses à cette question sont parmi les choses les plus importantes que les gens portent sans jamais qu'on le leur demande. Si cette histoire est restée avec vous, si une partie de ce que j'ai dit vous a semblé familière, ou vrai, ou comme quelque chose dont vous aviez besoin aujourd'hui, mettez un j'aime, abonnez-vous pour être là pour la prochaine et partagez avec quelqu'un qui comprendrait. Parce que les gens qui ont besoin de ces histoires ne les cherchent pas toujours. Parfois, c'est quelqu'un qui tient à eux qui l'a fait passer. Merci d'avoir été là, je le pense vraiment.